Furieuse contre mon mari pour son infidélité, je faisais mes valises, ne voulant pas voir ce traître une seconde de plus. Mais quand j'ai entendu la clé tourner dans la serrure, je me suis glissé vers le jardin arrière, jusqu'à ce que la voix de la personne qui est entrée me fasse figer. Je ne fouinais pas. Je le jure. Il était près de 2 heures du matin et je n'arrivais pas à dormir. Pas avec Julien respirant si régulièrement à mes côtés. Pas avec le poids de quelque chose d'innommable pesant sur ma poitrine. Je me suis tourné vers la table de nuit, cherchant un verre d'eau, quand son téléphone a vibré. Il a illuminé l'obscurité comme une petite explosion. Je n'aurais pas regardé. Je ne voulais pas regarder. Mais mes yeux fatigués et douloureux, se sont accrochés aux mots sur l'écran comme s'ils m'étaient destinés. Ma chérie, tu es incroyable. Tu me manques déjà. Merci pour ces 2 nuits inoubliables. Ma main s'est figée en l'air. Mon pouls rugissait dans mes oreilles. 2 nuits où il était censé être à Lyon pour un sommet de leadership. L'idée qu'il soit dans une chambre d'hôtel avec quelqu'un d'autre pendant que je préparais un rôti et aidais Léa pour son projet d'histoire me rendait physiquement malade. Je me suis levé sur des jambes tremblantes et j'ai titubé vers la salle de bain. Le carrelage froid sous mes pieds nus m'a ancré. J'ai ouvert le robinet, j'ai pris de l'eau glacée dans mes mains et je me la suis jetée sur le visage, espérant me réveiller de ce cauchemar. Mais je ne me suis pas réveillé. Dans le miroir embué, j'ai vu quelqu'un que je reconnaissais à peine. Ma peau pâle, mes yeux sauvages, ma bouche légèrement ouverte comme si elle voulait crier, mais avait oublié comment. 20 ans, ai-je murmuré à mon reflet. 20 ans de ma vie. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là. Finalement, je suis retourné au lit. Julien n'avait pas bougé. Il était recroquevillé, paisible, comme toujours, comme si rien n'allait mal, comme si tout était encore parfait. Mais quelque chose en moi s'était brisé. Pas bruyamment, pas spectaculairement, juste assez pour tout changer. Le lendemain matin, le soleil filtrait par la fenêtre de la cuisine, rendant tout trop lumineux, trop ordinaire. Julien s'est précipité au petit déjeuner, sirotant son café comme si c'était un jour comme les autres. « Tu as l'air pâle », a-t-il dit distraitement, beurrant une tranche de pain grillé. « Je n'ai pas bien dormi. »« Ouais », ai-je répondu, plaçant sa tasse de café devant lui. J'ai fait un rêve étrange. Dedans, tout ce en quoi je croyais s'est avéré être un mensonge. Il a marqué une pause juste une seconde, puis a souri. Les rêves sont bizarres comme ça, mais nous sommes réels, Clara. Toi et moi, on est solides. J'ai souri en retour, mais le vide dans ma poitrine palpitait. Je l'ai vu m'embrasser la joue, attraper sa mallette et partir avec la même aisance qu'il avait toujours eue. Et je suis resté là, tenant toujours son assiette vide, mes doigts tressautant avec l'envie de la jeter contre le mur. Au lieu de cela, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé la seule personne en qui je pensais pouvoir avoir confiance. « Salut, Sophie », ai-je dit, essayant de paraître normal. « Peux-tu me rencontrer pour prendre un café ? J'ai vraiment besoin de parler. » Elle n'a pas demandé pourquoi, elle a juste dit qu'elle me verrait dans 30 minutes à notre endroit habituel. Le café sentait la cannelle et la chaleur. Sophie était déjà là, assise dans notre banquette préférée, savourant un latte. Ses cheveux au beurre étaient parfaitement bouclés, son maquillage impeccable comme toujours. « Tu as l'air horrible », a-t-elle dit, à moitié en plaisantant, à moitié inquiète. « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Julien », ai-je bredouillé, ma voix plus forte que je ne le voulais. « Il me trompe. » Elle a cligné des yeux. Ses doigts tapotaient nerveusement sur le côté de sa tasse. « Quoi ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ? » Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai tenu l'écran de son téléphone. Le texte, celui qui était encore gravé dans mon cerveau, ses yeux se sont fixés dessus. Pendant une fraction de seconde, quelque chose a brillé dans son expression. Culpabilité, choc, peur. C'est le tigre de quelqu'un maintenant, ai-je dit amèrement. Et j'étais l'idiote qui pensait que nous étions inébranlables. Sophie a détourné le regard. Peut-être que ce n'est pas ce qu'il semble. Ne le fais pas, l'ai-je coupé. Ne le défends pas. Ne rends pas ça plus doux que ça ne l'est. Elle n'a rien dit. Une pensée froide s'est glissée dans mon esprit alors, vive et soudaine. Pourquoi le défendait-elle ? Pourquoi avait-elle l'air si mal à l'aise ? Pourquoi sa voix était-elle trop haute, trop rapide ? Je pars, ai-je dit en me levant. J'emmène les enfants et je vais chez mes parents à Saint-Malo. Thomas rentre du collège ce week-end,
et Chloé est toujours en voyage scolaire. Je vais les chercher tous les deux, et c'est tout. J'ai terminé. Sophie a juste hoché la tête, fixant son café comme s'il contenait des réponses que je n'étais pas censé entendre. Tu es sûr, a-t-elle demandé presque trop vite. C'est une grande décision. Tu penses que je devrais rester? J'ai plissé les yeux. Faire semblant que ça ne s'est pas passé. Elle a hésité juste une seconde. 7 secondes a suffi. De quel côté es-tu? Ai-je demandé vivement. Le mien ou le sien? Le tien, a-t-elle dit trop vite. Trop défensive. Bien sûr le tien. Je ne veux pas que tu fasses quelque chose que tu regretteras. Non, ai-je dit. Je regrette d'être resté si longtemps. Et avec cela, je l'ai laissée assise là, tenant sa tasse comme si c'était la seule chose qui la maintenait ancrée. Elle ne m'a pas suivi. Elle ne l'a jamais fait. J'ai presque oublié le sac à dos de Chloé. J'avais tout emballé. Des vêtements, des articles de toilette, son pyjama préféré avec les petites étoiles, mais l'école avait renvoyé un paquet de lectures qui était dû le lundi. Ses livres étaient encore dans le placard de devant. J'ai maudit à voix basse en me garant devant la maison, le cœur battant plus fort qu'il ne le devrait. Le soleil s'était couché, des ombres s'étiraient sur la pelouse comme des bras. L'allée était vide. Julien n'était pas censé être à la maison. Je me suis dit que j'avais 15 minutes, peut-être 20. Juste attraper le sac à dos et partir. Je me suis déplacé rapidement dans la maison. L'air semblait différent, comme s'il ne m'appartenait plus. Alors que j'atteignais la porte du placard, je me suis figé. Le son d'une clé tournant dans la serrure de la porte d'entrée a tranché le silence. Mon sang s'est transformé en glace. Il n'était pas censé être là. Pas encore. J'ai paniqué. La porte arrière. Je pouvais me faufiler par la cuisine et descendre dans le jardin. Je ne voulais pas de confrontation. Pas ce soir. Mais alors je l'ai entendu. Une voix. Une voix de femme. Ne sois pas si nerveuse, Julien, a dit Julien avec un rire. Elle n'a aucune idée. Et puis la réponse, je ne sais pas. Elle semblait différente ce matin, comme si elle savait quelque chose. J'ai arrêté de respirer. Cette voix douce et aiguë qui murmurait autrefois des secrets dans les dortoirs de l'université et me réconfortait lors des séjours à l'hôpital. Je la reconnaîtrais n'importe où. Sophie. J'ai reculé contre le mur de la cuisine et j'ai senti le monde basculer sur le côté. Ma gorge s'est serrée si fort que je n'ai même pas pu halter. Ma meilleure amie, ma demoiselle d'honneur, la marraine de ma fille. Je suis resté là, paralysé, une main agrippant le bord du comptoir alors que des pas traversaient le vestibule. Je les ai entendus rire, j'ai entendu Julien dire quelque chose à propos d'être enfin seul. J'ai entendu Sophie soupirer comme si c'était un soulagement. Il se dirigeait vers notre chambre. Chaque grincement de l'escalier me frappait comme une gifle. J'aimais autrefois ce son. Julien me portait autrefois dans ces escaliers quand nous étions jeunes et idiots et pensions que l'amour pouvait nous protéger de tout. Je ne sais pas ce qui m'a fait bouger, mais soudain, je montais les escaliers derrière eux. Un pied devant l'autre, mes genoux tremblaient, ma main glissant le long de la rampe comme si je risquais de tomber. La porte de notre chambre était entr'ouverte. La lumière coulait à travers la fente, des voix dorées et chaudes. Des rires. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai poussé la porte et j'ai allumé la lumière. La pièce est devenue claire. Julien s'est figé, sa chemise à moitié déboutonnée, ses cheveux en désordre comme s'il venait de passer ses mains dedans. Sophie se tenait près du lit, son visage pâle, ses cheveux emmêlés, ses yeux écarquillés d'horreur. Ce n'est pas ce qu'il semble, a dit Julien trop vite, s'éloignant d'elle comme si cela annulait quoi que ce soit. J'ai incliné la tête. Vraiment, ai-je demandé calmement parce que ça ressemble beaucoup à mon mari et ma meilleure amie sur le point de faire l'amour dans mon lit. Sophie a ouvert la bouche puis l'a refermée. Ses lèvres tremblaient. Elle ressemblait à un fantôme. Moi, Julien a commencé. Ne le fais pas, ai-je dit. N'essaie même pas. Il avait l'air blessé, comme si je l'avais poignardé. L'ironie m'a presque fait rire. Tu sais, ai-je ajouté, ma voix glaciale. Vous auriez pu choisir n'importe quel lit de la ville, mais non. Vous venez ici, vous avez vraiment opté pour le symbolisme, hein? À l'intérieur, je me défaisais. Tout mon corps semblait vibrer, mais à l'extérieur, j'étais toujours stable,
comme si je regardais la vie de quelqu'un d'autre s'effondrer. Sophie a essayé de parler à nouveau. Clara, non, ai-je dit vivement en me tournant vers elle. Tu n'as pas le droit de dire mon nom. Pas maintenant. Elle a sursauté. Tu te souviens combien de fois tu m'as dit que j'avais de la chance? Que Julien était un mari de rêve? Que nous formions le couple parfait? Est-ce que tout ça faisait partie du jeu? Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'est sorti. Ne réponds pas, ai-je murmuré. Je sais déjà. Julien s'est approché de moi. J'ai levé la main. Ne t'approche pas, ai-je dit. Je ne veux pas entendre tes explications. Je m'en fiche parce que j'ai maintenant les 2 petits textes dans mon téléphone. Ma chérie. Mon tigre. Comme c'est poétique. Il a pâli. J'ai fait mes affaires, ai-je continué. Les enfants viennent avec moi. Vous deux, vous pouvez vous avoir. Profitez de votre petite jungle. Et je suis sorti. Il m'a appelé. Je ne me suis pas arrêté. J'ai descendu ma valise, passant devant les photos que nous avions prises à Paris, devant le miroir du porte-manteau que j'avais aidé à décorer avec des autocollants. Julien m'a suivi jusqu'à la porte, implorant, s'il te plaît, ce n'est pas ce que tu penses. Non, les yeux coupés. C'est exactement ce que je pense. Il a tendu la main pour attraper mon bras. Je t'aime, Clara. Je me suis tourné vers lui, le regard de glace. Dommage que tu aies oublié de le dire à ta tigre. Puis j'ai ouvert la porte et je suis sorti dans la nuit. L'autoroute flouait sous mes pneus. Je ne me souviens pas d'y être entré ni d'avoir vérifié la jauge de carburant, ni même d'avoir respiré. Mes doigts agrippaient le volant trop fort. Mes jointures étaient blanches. L'air dans la voiture semblait étouffant, épais de souvenirs qui n'avaient nulle part où aller. J'ai vu des flashs de tout. Mon jour de mariage, les premiers pas de Léa. La nuit où Thomas a reçu sa lettre d'acceptation à l'université. Tout cela comme des scènes de la vie de quelqu'un d'autre, de quelqu'un qui croyait encore en la loyauté. Un voyant d'avertissement s'est allumé sur le tableau de bord. Faible niveau de carburant, bien sûr, ai-je marmonné une juron et je me suis arrêté à la prochaine sortie. La station ressemblait à quelque chose sorti d'un film de fin de soirée. Vide, trop calme, éclairé par des lumières fluorescentes agressives qui rendaient tout stérile et irréel. Je suis sorti dans l'air nocturne, froid sur ma peau. J'ai à peine remarqué l'homme derrière le comptoir au début. J'étais trop occupé à tâtonner avec ma carte de crédit. Trop occupé à essayer d'empêcher les larmes de couler. Nuit difficile, a-t-il demandé, sa voix basse et régulière. Je n'ai pas levé les yeux. Pourquoi dites-vous cela? Parce que la plupart des gens ne pleurent pas en faisant le plein. J'ai touché ma joue et j'ai réalisé qu'il avait raison. Ma peau était mouillée. Je ne l'avais même pas remarqué. Désolé, ai-je marmonné. Pas la peine, a-t-il dit. Tout le monde a une mauvaise journée. Vous voulez un café offert? J'ai hésité. Une partie de moi voulait fuir, être seul. Mais quelque chose dans sa voix m'a fait m'arrêter. Pas de la pitié, pas de la curiosité. Juste du calme. Il m'a tendu une tasse en papier et a versé. Je m'appelle Jules, d'ailleurs, propriétaire, caissier et philosophe de minuit. Je lui ai donné le fantôme d'un sourire. Clara. Nous nous sommes assis à une petite table coincée dans le coin du magasin, entourée de cartes poussiéreuses et de rayons de jerky. Le chauffage bourdonnait doucement en arrière-plan. Je ne comptais pas dire ça à qui que ce soit, ai-je commencé, fixant la vapeur qui montait de la tasse. Pas avant un bon moment, mais d'un autre côté, je ne comptais pas non plus découvrir que mon mari trompait avec ma meilleure amie. Alors, il n'a pas bronché. Il n'a pas demandé de détails. Il a juste attendu. Je lui ai tout raconté. 20 ans de mariage, le message sur le téléphone, les voix dans le couloir, les rires alors qu'il montait dans mes escaliers. Je pensais qu'on était solide, ai-je dit, la voix chevrotante. Il tenait ma main dans les parkings et me disait que je le faisais me sentir ancré. Et Sophie, elle était là pour chaque grand moment de ma vie. Ma demoiselle d'honneur, la marraine de ma fille. Je lui faisais confiance pour tout. Parfois, les personnes les plus proches de nous, a dit Jules doucement, portent les couteaux les plus acérés. Je l'ai regardé, surprise. Vous ne semblez pas surpris. Je ne le suis pas, a-t-il dit. J'ai perdu ma femme il y a 5 ans. Accident de voiture,
après sa mort. Quelques amis proches ont disparu. Certains sont réapparus avec des vérités que je n'ai jamais voulues. Je suis désolé, ai-je murmuré. Il a hoché la tête, les yeux doux. C'est en partie pour cela que je garde cet endroit. Calme, prévisible. Je parle à des inconnus. Ils partent. Pas d'attache. Alors pourquoi me parler? Il a haussé les épaules. Peut-être parce que vous aviez l'air de quelqu'un qui avait besoin que quelqu'un s'asseye avec elle pendant que le monde s'effondrait. La tasse dans ma main était devenue froide. Mais ma poitrine, pour la première fois cette nuit-là, ne se sentait pas gelée. Vous avez des enfants? A-t-il demandé doucement. 2. Thomas est au collège. Chloé a 13 ans. Ce sont tout, a-t-il dit. Il a souri. Alors vous avez déjà quelque chose pour lequel vaut la peine de recommencer. Je l'ai regardé alors, pas seulement regardé, mais vraiment vu. La barbe grisonnante, les yeux fatigués qui parvenaient toujours à être gentils. Il n'y avait pas d'étincelle, pas de musique romantique soudaine dans ma tête. Juste quelque chose de plus calme, de plus sûr. Merci, ai-je dit, pour le café et pour l'humanité. Il a levé sa tasse à la survie de la trahison et à l'éclairage de mauvaises stations-service. J'ai ri. Ça sonnait étrange, comme si ça ne m'appartenait pas encore, mais je m'y suis accroché quand même. Nous avons échangé nos numéros avant que je parte, pas comme une promesse, mais comme une possibilité. Au cas où vous auriez besoin de plus de caféine et moins de jugement, a-t-il dit avec un clin d'œil. J'ai conduit le reste du chemin jusqu'à Saint-Malo avec le chauffage allumé et les fenêtres légèrement entr'ouvertes. Les arbres floutaient comme des ombres. Quelque part dans les montagnes, la maison de mes parents m'attendait. Et pour l'instant, c'était suffisant. La maison de mes parents à Saint-Malo n'avait pas changé. Le porche grinçait toujours aux mêmes endroits. L'air sentait toujours le pin et le vieux bois, mais tout en moi était méconnaissable. Maman m'a rencontré à la porte, toujours en chemise de nuit, les cheveux plaqués en arrière serrés comme toujours. Ses yeux ont balayé la valise dans ma main, la ligne tendue de ma bouche, et elle n'a pas posé de questions. Elle n'avait pas à le faire. Tu peux dormir dans l'ancienne chambre d'amis, a-t-elle dit. Je vais faire le lit. J'ai hoché la tête. Léa était déjà recroquevillée sous sa couverture d'enfance quand je suis monté. Thomas, qu'il soit béni, avait conduit depuis son campus des heures plus tôt. Il m'a rencontré à la porte avec un air inquiet et un câlin silencieux. Je n'ai pas beaucoup parlé cette nuit-là. Le lendemain matin, maman a fait des pancakes aux myrtilles comme si nous essayions de prétendre que la vie était encore douce. Puis, pendant que Léa et Thomas étaient dehors avec papy, elle a lâché la bombe. J'ai invité Julien, a-t-elle dit, sans me regarder. J'ai lâché ma fourchette. Tu as fait quoi? C'est ton mari. Vous deux avez besoin de parler. Non, maman. Nous n'avons pas besoin. Pas maintenant. Pas ici. Elle a plié sa serviette lentement, délibérément. Clara, tous les hommes s'égarent de temps en temps. Ça ne veut pas dire que tu brûles toute la maison. Je l'ai regardé. Tu penses que c'est une erreur? Il couche avec ma meilleure amie. Son expression n'a pas changé. C'est toujours ton mariage. Et ça est censé signifier quoi? Que je reste et que j'avale la trahison. J'ai repoussé ma chaise et je me suis levé. Je me bats pour ce mariage depuis 20 ans. Je ne vais pas faire une autre tournée. Elle n'a pas discuté, elle a juste soupiré comme si je l'avais déçue d'une manière silencieuse et permanente. Plus tard dans l'après-midi, je me suis assise avec Léa dans le jardin pendant qu'elle dessinait des tulipes et faisait semblant de ne pas écouter. Papa revient quand même, a-t-elle demandé, la voix petite. Non, ma chérie. Pas de la manière dont tu en as l'habitude. Elle a hoché une fois la tête et a continué à dessiner. Cette nuit-là, ai-je rempli les papiers du divorce. La date du procès est arrivée plus tôt que je ne l'avais prévu. Nantes était grise et froide quand je suis arrivé au palais de justice. Je portais un tailleur bleu marine que je n'avais pas touché depuis des années. Les talons me pinçaient. Mon cœur faisait pire. Julien était déjà là. Il avait l'air fatigué, vidé, plus aucune trace de son poli habituel. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre sans parler pendant que les avocats examinaient la logistique, comme si nous partagions du matériel de bureau, pas une vie. Puis vint le moment. La division des biens, a dit le juge. Examinons les termes proposés.
J'aimerais faire une déclaration, a interrompu Julien. Mon avocat m'a regardé, surpris. Julien s'est levé, les mains le long du corps. Je renonce à mon droit à toute propriété commune, a-t-il dit. Tout va à Clara et aux enfants. La maison, la voiture, les comptes. Tout. Des halètements, des murmures. Même le juge semblait stupéfait. Comprenez-vous ce que vous dites, monsieur Dubois, a-t-elle demandé. Je le comprends. Je l'ai regardé, pas avec gratitude, mais avec confusion. Qu'est-ce que c'était? De la culpabilité? Un jeu de pouvoir? Un adieu? Puis je l'ai vue. Sophie. Elle s'était faufilée par l'arrière de la salle d'audience, assise seule, son manteau serré autour d'elle. Elle ressemblait à un fantôme, mince, pâle, les yeux évidés par quelque chose de plus profond que des nuits blanches. J'ai retourné mon regard vers Julien. Son expression n'avait pas changé. Mais quelque chose dans sa posture si. Il ne l'a pas regardée. Pas une fois. Quelque chose avait changé entre eux. Le coup de grâce ou juste la vérité qui s'installe. Quand ce fut fini, je suis passé devant lui sans parler. Je ne lui devais plus rien. Ni parole, ni larmes. Dehors, devant le palais de justice, j'ai senti le froid me mordre la peau. Le genre qui te réveille. Le genre qui dit, c'est fini. Bouge. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas regardé en arrière. Je me suis contenté de marcher. La maison de ville sentait la peinture neuve et les vieux souvenirs. La plupart des boîtes étaient encore scellées. Les murs étaient nus, mais pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression que l'air m'appartenait. Thomas a porté une boîte étiquetée et cuisine et l'a lâchée avec un grognement. Où veux-tu que je la mette? N'importe où sauf les escaliers, ai-je dit avec un sourire fatigué. Léa a sauté derrière lui, tenant une peinture. Regarde, maman. Pour le salon. C'est abstrait. C'était un tourbillon de couleurs vives et audacieuses. Rouge et or se fondant dans le bleu profond. Chaotique mais plein d'espoir. J'ai hoché la tête. Parfait. Cette nuit-là, après que les enfants soient allés se coucher, j'ai commencé à déballer l'une des dernières boîtes de la vieille maison. Des photos, des cartes, des bibelots de collège, une boîte que je n'avais pas ouverte depuis des années. Tout au fond, sous des reçus jaunis et des cahiers à moitié utilisés, se trouvait un paquet de lettres attachées avec un ruban qui avait pâli au gris. L'écriture était celle de Sophie. Mes mains sont devenues froides. Chaque lettre était adressée à Julien, postée un an avant que nous nous rencontrions. J'ai ouvert la première. Tu me manques. Pourquoi ne réponds-tu pas? J'attends le courrier tous les jours, en espérant voir ton nom. Mon estomac s'est noué. Ce n'étaient pas des notes amicales. C'étaient des lettres d'amour, douloureuses, jeunes et stupides. J'en ai ouvert une autre. Tu as promis que tu m'attendrais. Je ne comprends pas ce qui a changé. S'il te plaît, si tu es passé à autre chose, dis-le. Encore une. Je suppose que j'ai ma réponse maintenant. Tu es parti, mais je n'oublierai pas. La dernière enveloppe contenait une photo. Sophie et Julien, à peine plus âgés que des adolescents, appuyés contre une clôture, souriant d'amour. Je me suis assise par terre. Ma respiration devenait courte. Ils se connaissaient bien avant que j'entre dans l'histoire, et personne n'avait jamais rien dit. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Le lendemain matin, je suis allé voir la seule personne qui pourrait combler les lacunes, la mère de Julien. Elle m'a rencontré sur le porche avec la même expression réservée qu'elle avait toujours portée. Clara, a-t-elle dit, surprise. Entre. Sa maison sentait le polish au citron et les souvenirs. Rien n'avait changé. Ni les tasses à thé, ni le papier peint à fleurs. Saviez-vous pour eux, ai-je demandé franchement, sautant les politesses. Elle a cligné des yeux. Pour qui? Sophie et Julien. D'avant le collège. Sa bouche s'est serrée. C'était il y a très longtemps. Mais c'est arrivé. Elle a soupiré. Ils étaient voisins. Proches. Il lui a écrit des lettres pendant des mois après notre départ. Jamais une seule réponse. Ce n'est pas vrai. J'ai trouvé ces lettres. Elle en a envoyé des douzaines. Il n'a jamais répondu parce qu'il n'a jamais reçu les siennes non plus. Elle a froncé les sourcils. Il écrivait chaque semaine.
Nous vérifions même la boîte aux lettres ensemble. Quelque chose a cliqué. Quelqu'un d'autre vivait avec vous alors, ai-je demandé. Ma mère, a-t-elle dit lentement. Pourquoi? J'ai sorti la dernière lettre, celle qui expliquait tout. Ce n'était pas de Sophie. C'était de sa grand-mère. À la mère de Sophie. J'ai intercepté toutes ces lettres. Elle n'a pas besoin de distraction. Laisse-la penser qu'il est passé à autre chose. Elle mérite quelqu'un de mieux. J'ai regardé la mère de Julien lire, ses mains tremblant. Oh, oh mon Dieu, a-t-elle murmuré. Ils n'ont jamais su. Non, ai-je dit. Ils ne l'ont pas fait. Quand je suis rentré, je me suis assise dans le jardin, le téléphone à la main, fixant le nom que je ne pensais jamais appeler à nouveau. Julien a répondu à la deuxième sonnerie. Clara, j'ai trouvé les lettres, ai-je dit, et la vérité. Silence. Je pense que Sophie et toi avez passé 20 ans à croire que vous aviez été abandonnés. Mais la vérité, c'est que quelqu'un s'est assuré que vous n'ayez jamais une chance. Il a exhalé. Alors c'était réel. Oui. Il n'a pas demandé ce que je voulais. Il ne s'est pas excusé. Il a juste dit, merci de me l'avoir dit. Et puis il a raccroché. Je suis resté assise là, fixant les arbres, le ciel, le passé. Étais-je la compensation, le remplacement? Peut-être au début, mais quelque part en chemin, nous sommes devenus quelque chose d'autre. Quelque chose qui, pendant un temps, semblait réel. Pourtant, le réel ne dure pas toujours. Elle s'est présentée à ma porte sans maquillage, sans boucle d'oreille et sans masque. Sophie avait l'air plus vieille que je ne m'en souvenais. Pas dans la façon dont le temps affecte un visage, mais dans la façon dont le regret le fait. Elle se tenait sur mon porche comme une étrangère effrayée de frapper. J'ai ouvert la porte avant qu'elle ne trouve le courage. Je dois parler, a-t-elle dit. Je n'ai pas envie. S'il te plaît, Clara. Quelque chose dans sa voix m'a arrêté. Pas de culpabilité, pas même de désespoir, juste de l'épuisement. Ce genre de choses qui s'installe au plus profond de vos os quand vous avez enfin épuisé toutes les façons de faire semblant. Je me suis écarté. Nous nous sommes assises face à face dans ma petite cuisine, la table entre nous comme un champ de bataille. Je n'ai offert ni café, ni excuse, juste le silence. Je l'aimais, a-t-elle dit doucement. Je sais. Je l'aimais avant même que tu le rencontres. Il était mon premier tout. Mais il est parti et je n'ai plus jamais eu de nouvelles parce que ta grand-mère a intercepté ses lettres. Ses yeux se sont écarquillés. Tu sais, je les ai trouvées. Toutes. Elle avait l'air de quelqu'un à qui on vient de dire que toute sa vie était un mensonge. Je pensais qu'il m'avait oublié, qu'il m'avait remplacé. Alors quand je t'ai rencontré au collège et que tu étais avec lui, je me suis dit que j'avais dépassé ça, que ça n'avait pas d'importance. Mais ça en avait. Elle a hoché la tête. Au début, je suis devenu ton ami juste pour rester proche de lui, a-t-elle avoué. Mais ensuite, j'ai vraiment commencé à t'aimer en tant qu'ami, en tant que famille. Cette partie n'était pas fausse. Tu as quand même couché avec lui. Ce n'était pas prévu, a-t-elle dit rapidement. C'est arrivé il y a 3 mois, à la fête de Noël de son entreprise. Nous avons tous les deux trop bu. Une minute Nourion est la suivante. Ne me coupe pas, les jeux interrompus. Ne me donne pas les détails flous. Sophie a sursauté. Je ne suis pas là pour justifier ça. Je voulais juste que tu saches que ça ne dure pas des années. Ce n'était pas une aventure derrière ton dos pendant tout ce temps. Tu penses que ça rend les choses meilleures? Non, sa voix a craqué. Non, je pense que ça empire les choses parce que ça veut dire que nous savions mieux et que nous l'avons quand même fait. Je me suis tenu debout, les bras croisés. Dis-moi quelque chose. Le pensais-tu qu'il allait me quitter? Est-ce qu'il l'a promis? Elle a hésité. C'était suffisant. Est-ce qu'il t'a dit qu'il t'aimait? J'ai insisté. Oui, a-t-elle murmuré. Après ton départ, il est venu me voir et m'a dit qu'il ne savait pas ce qu'il voulait. Et tu as cru que c'était de l'amour. Elle n'a pas répondu. Bien sûr que tu l'as fait, ai-je dit. Tu as passé 20 ans à t'accrocher au fantôme d'un garçon qui n'a jamais pu grandir. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas, ai-je rétorqué. Tu penses que je ne sais pas ce que ça fait de s'accrocher à quelqu'un qui a arrêté de te choisir dès que tu n'étais plus pratique? Elle a détourné le regard, se mordant la lèvre pour ne pas pleurer.
Je l'ai presque plainte. Presque. J'ai toujours imaginé que si Julien et moi avions une chance d'être ensemble, ce serait comme rentrer à la maison, a-t-elle dit. Mais ça ne l'était pas. Ça semblait mal. Comme si nous faisions semblant d'être devenus des personnes différentes. Tu l'as fait, ai-je dit. Lui l'a fait. Et toi aussi. Elle a hoché la tête. Je déménage à Seattle. J'ai eu une offre d'emploi. Je dois aller quelque part où tout ne me rappellera pas ce que j'ai ruiné. Je n'ai pas demandé un câlin d'adieu. Je n'ai pas pleuré. Quand elle est partie, j'ai eu l'impression qu'une porte s'était fermée. Celle qui avait été hermétiquement scellée trop longtemps. Cette nuit-là, ma mère est venue. Elle s'est tenue dans ma cuisine, m'étudiant comme si j'étais un puzzle qu'elle n'avait jamais résolu. Tu vas vraiment y aller, a-t-elle dit. J'ai déjà fait. Elle a exhalé. Je t'ai toujours dit de garder la famille unie. Que le pardon était la clé. Je sais, mais j'avais tort, a-t-elle dit, la voix basse. Je pensais que rester me rendait forte, mais je vois maintenant que ça me faisait juste disparaître. Je veux que tu saches, a-t-elle poursuivi, que quoi qu'il arrive ensuite, je suis fier de toi. Tu n'as laissé personne d'autre décider de ta valeur. Je n'avais pas de mots. J'ai juste hoché la tête. Après son départ, j'ai envoyé un message à Jules. Dîner ce week-end? Juste toi et moi. Sans fantôme. Sa réponse est arrivée vite. Samedi, j'apporte le vin. Tu apportes les histoires. Et pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, j'attendais quelque chose avec impatience. Le printemps est arrivé tranquillement cette année, pas avec une floraison sauvage bruyante ou le bourdonnement soudain des abeilles, mais de manière plus douce, comme la lumière qui restait un peu plus longtemps le soir, ou la brise qui portait de la chaleur au lieu de souvenirs. J'étais dans mon nouveau logement à Nantes depuis 6 mois. La maison de ville n'était pas grande, mais elle était à moi. Les planchers grinçaient à des endroits étranges. La peinture sentait encore légèrement le frais. Et il y avait des matins où je me réveillais et j'oubliais pendant une seconde béate que ma vie s'était effondrée pour faire place à celle-ci. Ce samedi-là, Jules s'est présenté avec une bouteille de rouge et un sac d'épicerie. Il n'a pas demandé s'il pouvait cuisiner. Il s'est juste installé dans ma cuisine comme s'il y appartenait, comme si ce n'était pas quelque chose qui nécessitait une permission. C'est de là où une petite météorite, a-t-il demandé, tenant une ampoule avec une suspicion feinte. J'ai ri. Les deux, ça dépend de la quantité que tu utilises. Le dîner était simple. Pâtes, pain, une bouteille de vin partagée et une conversation qui dérivait sur les vieilles cicatrices et les nouveaux commencements. Ensuite, nous nous sommes assis sur la petite terrasse arrière, regardant le ciel se transformer en étoiles. Tu penses jamais à ce que tu dirais, a-t-il demandé. Si tu pouvais revenir en arrière et parler à toi-même il y a 1 an. J'ai réfléchi un moment. Je lui dirais que la maison serait plus vide, mais son cœur ne le serait pas, et qu'il est normal de pleurer quelque chose, même si c'est vous qui l'avez quitté. Il a hoché la tête. Je me dis que le deuil n'est pas une impasse. C'est juste un virage sur la route. Nous ne nous sommes pas embrassés ce soir-là. Nous n'en avions pas besoin. Il y avait quelque chose de sacré à ne pas se précipiter, à construire lentement, brique par brique. L'amour, j'apprenais, ne venait pas toujours enveloppé de feux d'artifice, parfois il venait sous la forme de quelqu'un qui savait rester silencieux avec vous et ne pas combler le vide. Quelques semaines plus tard, Léa a peint une fresque sur le mur de sa chambre, des bleus, des ors et des blancs doux, elle l'a appelé le nouveau départ de maman. Je ne l'ai pas arrêté. Je l'ai laissé sa marque dans ce nouveau chapitre aussi. Thomas est rentré pour l'été et m'a surprise en ramenant quelqu'un avec lui, une fille nommée Capucine. Elle était calme et gentille et le regardait avec un regard qui ne tenait rien pour acquis. Je l'ai aimée immédiatement. Même mes parents étaient différents maintenant. Ma mère, qui avait juré que son rôle était de maintenir la famille unie en endurant silencieusement, a rejoint un groupe de bénévoles qui voyageaient dans des refuges locaux. Mon père la conduisait 2 fois par semaine et a commencé à écrire de la poésie. C'était de la mauvaise poésie, mais c'était nouveau. Puis, un jour, sans crier gare, Julien a appelé. Je n'appelle pas pour réparer quoi que ce soit, a-t-il dit rapidement. Je voulais juste que tu saches que je suis désolé pour tout ça. Pas seulement pour ce que j'ai fait, mais pour combien de temps je t'ai laissé seul dans ce mariage. Je n'ai pas dit grand-chose. Mais j'ai écouté. Et quand j'ai raccroché, je n'ai ressenti aucune colère,
juste une légère douleur, comme toucher une cicatrice qui avait enfin arrêté de saigner. Plus tard cette semaine-là, je me suis retrouvé au même poste d'essence où j'avais rencontré Jules pour la première fois. Le ciel était couvert, les pompes étaient toujours capricieuses, et la petite table de café à l'intérieur était maintenant entourée de plantes en pot et de tasses de voyage à vendre. Il a levé les yeux de derrière le comptoir, ses yeux s'éclairant. « Vous encore » a-t-il dit. « Vous n'avez jamais fini de me raconter la suite de votre histoire. » J'ai souri. « C'est parce que je suis toujours en train de l'écrire. » Nous nous sommes assis côte à côte cette fois. Pas de passé à fuir, pas de futur à chasser, juste deux personnes exactement là où elles étaient censées être. Et pour la première fois, je ne retenais pas mon souffle pour que l'autre chaussure tombe. Je n'attendais pas d'être remplacé, trahi ou abandonné. J'étais juste là, vivante, forgée par le feu, et enfin.